Bon, je vous emmène un pied en Bretagne, un pied en Angleterre, enfin au Royaume-Uni pour parler correctement, chez une demoiselle, une dame que je ne connaissais pas il y a 6 mois d'ici, que j'ai découverte un peu par hasard, par la magie des algorithmes d'un réseau social. C'est Tati McLeod. Bonjour Tati. Bonjour Philippe, merci de me recevoir. Et je suis tombé vraiment abasourdi devant cet humour et surtout devant ces cheveux roses qui sont la caractéristique physique de Tati McLeod, n'est-ce pas? Oui, mais pas très rose aujourd'hui. C'est du travail, Philippe. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec tout ce qui est teinture de cheveux. Pas trop, non. Pour celles et ceux qui ont déjà vu mon image, ils auront remarqué que les cheveux chez moi ont assez peu d'importance. Oui, ils sont mais assez peu présents. même si un peu derrière la barbe et tout, on peut quand même faire une petite teinture, hein, ça peut être très C'est fun. vrai. Si jamais tu veux teindre les cheveux en rose, Philippe, tu me demandes, je connais toutes les meilleures marques, je connais la technique, mais c'est du maintien, c'est ça que je veux dire. C'est les écouteurs qui se disent peut-être un jour j'ai envie d'avoir des cheveux roses. Je vous déconseille de le faire parce que vous passez par la décoloration et après, à chaque fois que tu te laves les cheveux, ça s'enlève. Donc là, aujourd'hui, on est plutôt sur du pêche clair, un rose très, très, très délavé. Mais en effet, d'habitude, ils sont rose. Ça vous a pris il y a longtemps, Tati, de vous teindre les cheveux de ce genre de couleur. Alors je pense que en Grande-Bretagne, tout le monde s'en fiche. À mon avis, quand vous déambulez à Paris, les gens doivent regarder comme ça d'un air un petit peu plus amusé, parce que, et c'est là-dessus que vous travaillez beaucoup, il y a quand même une différence de perception et des différences culturelles entre la France et la Grande-Bretagne. Oui, certainement. Et puis surtout, la Grande-Bretagne pardon, qu'est-ce que j'ai dans la gorge? Entre la Grande-Bretagne et Paris, surtout. Paris, qui est vraiment une ville très différente de Londres. Et donc, moi, j'habite à Londres et je passe pas mal de temps à Paris. Je suis entre les deux. Et en effet, je trouve qu'à Londres, avoir des cheveux roses, c'est même pas, ça sort pas du tout de l'ordinaire. Alors que quand je vais à Paris, tout de suite, je me sens hyper intéressante, marginale, un peu extrême. Je trouve que les gens me traitent de façon différente quand je vais dans les magasins. On me colle un petit peu plus, juste pour être sûr qu'elle n'est pas un peu trop folle, celle-là. D'accord. Mais ça a commencé, pour te dire la vérité, Philippe, c'était même pas fait exprès d'avoir des cheveux roses. Enfin, c'est un peu quand même. Mais tout ça a commencé pendant le confinement. J'ai voulu me faire moi-même ma décoloration parce que j'étais blonde avant. Et donc, je me suis lancée sur cette décoloration qui s'est, comme tu peux l'imaginer, très mal passée. J'ai fini avec des cheveux orange, à moitié gris, un peu jaune par endroits. Alors, je me suis dit, OK, bah, faut mettre une couleur par-dessus. Et vu que c'était le confinement et que j'avais personne à me voir, je me dis, ah, pourquoi pas faire un peu de rose? Et c'est de là que ça a commencé. Mais en même temps, j'ai commencé à monter sur les réseaux et je trouvais qu'il y avait quelque chose de très fun avec le rose parce qu'en plus, je suis humoriste. Et puis du coup, j'ai continué avec. Et puis maintenant, franchement, ça fait 4 ans et je sais pas quoi ressemblent mes cheveux en dessous. Ça fait 4 ans, oui, depuis le Covid et depuis que vous êtes arrivé sur les réseaux sociaux de manière assez massive maintenant aujourd'hui, parce que vous avez quoi, plus de 300 000 followers rien que sur Instagram, donc c'est quand même, c'est franchement bien, quoi. Oui, c'est incroyable. Et tous les jours, je suis assez étonnée enfin, je m'étais pas du tout imaginé en arriver là. C'était pas du tout un objectif. Ça m'a complètement surpris. Moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Instagram, c'était vraiment pour m'amuser moi, premièrement, parce que j'étais humoriste. J'avais l'habitude de faire rire les gens, mais en live, sur scène. Et puis, vu qu'on ne pouvait pas faire ça pendant le confinement, c'était une façon de trouver quelque chose de créatif que je pouvais faire avec mon temps. J'ai commencé à faire des vidéos parce que je connaissais quelqu'un, un autre humoriste de loin qui a commencé à faire des vidéos, mais il n'y avait aucun objectif. Moi, je me rappelle, je me disais, mais qu'est-ce que ce serait fou d'avoir 10 000 followers. Mais ce serait complètement barjot. Et maintenant, j'en suis à 350 000. Je m'imaginais jamais en arriver là sur Instagram. Donc, ça m'a complètement surpris. Et puis, pour être franche, tous les jours, j'ai tellement de gratitude, quoi. Et puis, ce qui fait votre particularité aussi, c'est que vous avez grandi, non pas avec 2, mais carrément avec 3 cultures, parce que si j'ai bien vu, vous êtes né au Zimbabwe, vos parents sont anglais, britanniques, on va dire, mais vous avez grandi en Bretagne. Donc, vous avez un pied de chaque côté de la Manche et avec un regard très décalé à la fois sur l'un et sur l'autre. Donc, dans vos spectacles, tout le monde en prend pour son grade, mais avec gentillesse, quoi. Ouais, enfin, je sais pas si les hommes anglais diraient ça. C'est vrai que j'ai quand même pas mal de trucs sur le dating et sur la technique des hommes anglais, mais je suis d'accord avec toi et puis je pense que justement, ça doit être assez équilibré la façon dont je parle de chaque culture parce que j'ai vraiment un public
mélangé. Donc dans le public, il y a des Anglais, il y a des Français, mais il y a aussi beaucoup de gens internationaux. Il y a des gens de la Roumanie. Je vais venir en Belgique, bien que je parle beaucoup des Français. Bon, après, je pense que les Belges, ils vont pas avoir du mal à rire des Français, mais Non. je pense que tout le monde s'y retrouve un petit peu parce que je connais pas très bien la Belgique, mais j'imagine qu'en Belgique aussi, vous avez plusieurs langues, vous avez différents aspects de la culture. On en a 3 chez nous. Voilà, donc il y a ce côté aussi de toute personne qui sait ce que c'est d'être à cheval sur différentes cultures et qui se sent pas tout à fait dans un camp et pas tout à fait dans l'autre, ils se retrouvent dans mon travail. Donc ça finit par être un public très international. C'est le 25 février que vous allez venir à Outdoor Game à Bruxelles. Alors c'est un spectacle en anglais et pourtant vous êtes bilingue. Mais je veux dire aux gens, ayez pas peur parce que l'anglais de Tati McLeod, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu du BBC English? Donc c'est un anglais très neutre. Oui, c'est vrai que c'est abordable. Et je sais ça parce que j'ai des amis qui sont français, qui ne parlent pas, ils diraient d'eux-mêmes, je parle pas anglais, et ils sont venus voir mon spectacle. Mais bon, je dis ça, et j'ai envie de dire aussi, ne venez pas voir le spectacle si vous ne parlez pas anglais, parce que le spectacle est en anglais. Ouais, donc j'ai pas envie que les gens... Un minimum, quoi. J'ai pas envie que les gens soient déçus, même si je pense que c'est un petit côté Paul Taylor, et puis Paul Taylor, c'est un ami à moi, je respecte énormément dans son travail. Lui, c'est quelqu'un qui aussi, il fait pareil, il a des spectacles en anglais qui finissent par être assez abordables. Mais pour l'instant, donc le spectacle est en anglais, juste parce que, voilà, pour traduire, Philippe, c'est beaucoup de travail et j'ai la flemme. Non, mais vous faites la traduction simultanée puisque vous avez grandi dans les 2 langues. Mais par contre, dans les vidéos sur Internet, alors il y a beaucoup d'anglais évidemment, mais il y a des vidéos en français aussi. C'est ce qui fait que vous commencez à toucher. On vous a vu chez Quotidien par exemple. Vous commencez à toucher un public vraiment francophone maintenant. Oui, et c'est vrai que c'est intéressant sur les réseaux parce que même on finit par avoir quand même une langue, c'est un peu cette langue internationale qui devient l'anglais, ça domine aussi sur les réseaux sociaux. Donc c'est intéressant parce que même des humoristes français, ils font des choses, ils font des vidéos en anglais pour justement profiter d'un public global. Oui, se lance en anglais comme Gad Elmaleh l'a fait par exemple aux États-Unis. Voilà, pour essayer de toucher un plus grand public. Ouais. Moi, je fais des vidéos en anglais, mais mes vidéos que je fais en anglais, je mets des sous-titres en français. Et dans mes vidéos que je fais en français, je mets des sous-titres en anglais. Donc, j'essaie de faire un peu à l'international. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé ma carrière d'humoriste, c'est donc ici au Royaume-Uni que je l'ai commencé. Ouais. Et donc, moi, le public que j'avais, c'était un public anglais, c'était un public anglophone. Moi, ici, même, je fais des spectacles devant des gens qui ne parlent absolument pas français. Donc, il fallait bien que je développe une carrière, déjà, premièrement, ici, où les gens allaient me comprendre. Et maintenant que je commence à passer plus de temps en France, je me lance un petit peu plus dans le stand-up en français et j'essaie de voir si je peux développer quelque chose aussi dans cette langue-là. Comment vous êtes tombé dans l'humour, Tati McLeod? Bon, c'est bien tombé, hein, c'est vraiment le mot. Je l'ai pas cherché, c'était pas un objectif. Ouais. Enfin, je me suis pas lancée dans une carrière en me disant j'ai absolument envie de devenir humoriste. Moi, je savais pas ce que c'était humoriste. Ouais. Et j'ai envie de dire que moi, ça s'est développé au cours de ma vie. Donc moi j'ai grandi un peu les premiers humoristes que j'ai connus qui faisaient un peu ce que moi je fais maintenant, c'est donc Jamel Debbouze, Gad Elmaleh. Avant ça l'humour, surtout en France, c'était plutôt sketch. Donc moi je pense à l'humour que je connaissais quand j'étais plus jeune, c'était Florence Foresti, c'était Les Inconnus. Et donc c'est pas des gens avec un micro qui parlent au public directement et qui font des observations sur la vie de tous les jours. C'est des sketchs. Et j'ai un peu de ça dans mon spectacle aussi. Hein. J'amène cette tradition française. Ouais. Et donc moi j'ai fait une école de théâtre pour devenir comédienne très sérieuse. Voilà. Personne m'a embauchée, donc ça c'est la première chose. Être au chômage, c'est le... Donc, créer son propre job. Voilà, la première étape pour devenir humoriste, c'est petit à petit, j'ai écrit mes pièces, j'ai mis en scène des pièces, et j'en suis arrivée au stand-up qui est vraiment hyper abordable et très... ce que j'aime bien avec le stand-up, c'est que peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, c'est pas grave si vous avez pas de connexion avec l'industrie, c'est pas grave si vous êtes comptable, vous écrivez 5 minutes, vous trouvez un plateau, il y en a plein à Bruxelles, vous trouvez un plateau de stand-up, et vous vous lancez. Tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de porte d'entrée difficile à ouvrir. Tu vas te faire rejeter. Donc, c'est ça vraiment qui m'a attiré vers ce milieu. La clé, la porte d'entrée, c'est d'avoir un regard un peu particulier sur le monde et sur la vie, quoi. Alors ça, c'est pour réussir. Ouais. Oui. Ça, c'est pour réussir. Alors, en général, si on le fait, c'est quand même pour ça, non?
Bah non, il y a beaucoup d'humoristes qui font ça, je veux dire comme hobby, qui font ça juste pour le plaisir de faire rire les gens. C'est pas forcément pour en faire une carrière. Mais en fait, de toute façon, le regard sur la vie, sur les gens, sur les autres, vous allez le découvrir sur scène, vous allez le développer. Parce que déjà, il faut faire face à qui vous êtes sur scène. D'ailleurs, juste un petit truc. Donc il faut se prendre des gamelles, quoi. Ah mais complètement. Ah mais complètement. Et ça vraiment, c'est la première année. Les 2 premières années, c'est personne rigole, on te regarde des yeux ébahis, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, je comprends rien. Et puis qu'est-ce qu'elle essaye de nous dire. Donc il faut vraiment développer, il faut comprendre qui je suis sur scène pour vous, et qu'est-ce que j'ai envie de dire, et petit à petit. Mais là, je suis en train d'essayer de me relancer en France, donc je fais du stand-up en français pour la première fois de ma vie, et les gamelles, je les retrouve, hein. C'est des flashbacks. Je suis devant un public parisien, ils comprennent pas, je les comprends pas, c'est vraiment, c'est bide après bide après bide, quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut venir à Bruxelles, Tati. Voilà, c'est pour ça qu'il faut venir à Bruxelles, qui est peut-être un peu plus international. C'est une des villes les plus cosmopolites du monde où on parle le plus de langues. Donc voilà, il y a. Non, mais vraiment, ouais. Il y a plein de gens à conquérir. C'est la ville. Quand je me suis dit, il faut absolument que je fasse des spectacles en Europe. Pour moi, il y avait 2 villes à faire. C'est pas grave si j'allais nulle part d'autre, même si je voulais, mais disons que j'arrivais pas à trouver quelqu'un pour me produire ailleurs. Il fallait absolument que je fasse un spectacle à Paris et à Bruxelles, parce que je savais juste avec mon public en ligne, et je savais, même si je suis jamais venue à Bruxelles, hein, mais je savais qu'il y a vraiment une scène de stand-up superbe à Bruxelles, et que je savais qu'il y aurait un public qui va être hyper chaud. Et je trouve que dans le stand-up et dans l'humour, il y a, comment dirais-je, les artistes féminines aujourd'hui ont littéralement explosé et envahi toutes les scènes. Et ce sont les femmes qui tiennent le haut du panier aujourd'hui. Bah, je sais pas, je connais pas assez sur la scène francophone pour pouvoir dire ça. Moi, mes artistes préférés sont des femmes. J'ai beaucoup de respect pour Tani Dutel, avec qui j'ai joué, Marina Rollman. Alors après, il faut quand même dire que les femmes ne sont pas la majorité sur la scène de stand-up, hein. Et on continue vraiment de voir des plateaux où c'est 10 artistes, 9 mecs, 1 femme. 8 mecs, 2 femmes. Donc, on n'est pas du tout à... on n'est pas à la parité. À la parité, merci, c'est ça que moi je cherchais. Mais il y a de plus en plus de femmes, ça monte. Je pense que les gens vraiment commencent à comprendre que les femmes sont drôles. Bah ouais. Que même si tu es un homme et que tu te dis, mais elle va parler de trucs de nana, ça va pas me parler. Si... tu vas t'y retrouver, ça parle à tout le monde. Et qu'on peut avoir un peu d'autodérision et rire de soi-même aussi, et que c'est un miroir qu'on nous tend. Voilà, tout à fait, Philippe. Donc, ça commence à monter. Il y a toujours du travail à faire, mais c'est vrai qu'on commence à retrouver un peu de parité. Il faut continuer à évangéliser aussi. Vous avez fait autre chose que du stand-up et de l'humour, non? Vous n'êtes pas en train d'écrire un livre? J'ai lu ça quelque part. Oui, ça. Qui n'est pas en train d'essayer d'écrire un livre? Je te jure, Philippe, on a tous un roman en nous. Oui, ça fait, mais non, mais oui, je rigole parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je travaille dessus, et c'est dur, je trouve, de la mettre en priorité, parce que avec le stand-up, la tournée, le content sur les réseaux sociaux, on finit par un peu brouiller les priorités. Ouais. Mais c'est vraiment un projet qui me passionne, et que j'ai envie de me concentrer là-dessus en 2025. Donc oui, je suis en train d'écrire un livre sur mon enfance passée en Bretagne, 5 femmes dans une maison paumée au milieu de la campagne, une maison d'anglaises qui se retrouvent au milieu de la France et de la Bretagne au début des années 90. Et ça, c'est aussi la matière que vous mettez, la matière de base que vous mettez dans vos spectacles, Tati McLeod. Oui, tout à fait. Mais ce qu'il y a de bien avec un livre, parce que là, aussi, je déménage à Paris. Là, en ce moment, je suis en plein déménagement. D'accord. Et je travaille aussi sur un blog. Et ce que j'aime bien avec l'écriture, que ce soit en forme de blog ou de roman, c'est que ça me permet d'aller plus dans la nuance et dans le détail, et de raconter des choses que j'ai pas le temps de raconter sur scène, et aussi qui ne marchent pas en format blague, chute. Voilà, qui sont pas forcément des blagues, qui sont juste du vécu, quoi. Oui, mais bon, faut quand même que ça reste dans le registre assez drôle. Mais ce qu'il y a de bien avec l'humour, c'est que l'humour, ça peut être drôle, ça peut être touchant,
Ça peut nous faire réfléchir sur nous-mêmes. Mais on peut avoir toute cette panoplie-là de toutes ces nuances de couleurs dans l'écriture, mais c'est plus dur de les mettre sur scène. Donc, j'aime bien travailler avec l'écriture parce que ça me permet d'approfondir des idées que j'ai peut-être sur scène, mais de les traiter de façon un peu différente. D'accord. Le spectacle que vous présenterez à Bruxelles s'appelle Fugue. C'est le 25 février prochain. Si on devait le décrire en quelques mots, vous le présenteriez comment? Je dirais, alors en plus c'est drôle de le faire en français parce que quand je fais toujours un peu la promo pour le spectacle, je le fais en anglais parce que je rappelle que le spectacle est en anglais. Voilà. Mais en anglais accessible. Oui, d'accord. Mais Philippe, c'est toi qui le dis ça. Moi j'ai très peur. C'est moi qui le dis, voilà. Comment je vais t'écrire mon spectacle? Eh ben, c'est un spectacle dans lequel je me moque un peu des Français, je me moque un peu des Anglais aussi. Donc, il y a plein de sketchs sur les observations culturelles entre les deux. Ouais. Mais en dessous de ça, il y a quand même une profondeur dans le spectacle qui est donc mon histoire, ma relation à mon identité. Et j'espère un peu qu'à la fin du spectacle, j'interroge qu'est-ce que c'est d'appartenir à quelque part. C'est quoi ce sentiment d'appartenance? Et qui donne à qui la permission de dire vous êtes français, vous êtes anglais, vous êtes belge, vous n'êtes pas belge. Quelles sont les règles? C'est un peu de remettre en question les règles de nationalité et d'appartenance à un pays et à une culture. Voilà. Donc on rigole. Et puis on réfléchit aussi, on fait les deux en même temps, c'est ça la richesse du spectacle. Bon, si vous avez une connaissance, on va dire, moyenne de l'anglais, ce spectacle est à mon avis abordable. Je vous ai jamais vu sur scène, mais j'ai quand même suivi pas mal de vidéos. Oui. Et comme je trouvais que l'accent était très, voilà, c'est pas un accent régional, c'est un anglais très neutre, très facile, très accessible. Voilà. J'imagine que quand vous jouez en dehors de l'Angleterre, vous parlez peut-être un petit peu moins vite. Oui, et puis de toute façon, je pense que je fais le spectacle donc 3 fois à Paris en décembre. Ouais. Et je sais pas exactement quel est mon programme, mais je viens en février, 25 février à Bruxelles, donc j'aurai pas mal de spectacles avant ça. Je crois que je fais Genève et Zurich, et peut-être même Luxembourg avant. Donc j'aurai déjà un peu développé l'oreille pour ce public-là et ce dont il a besoin. Donc c'est possible aussi qu'il y a certains passages que je fasse plus en français, vu que je sais que c'est un public qui est plus francophone. Donc tout à fait, je pense que c'est quelque chose sur lequel je vais travailler entre-temps et qui va se développer naturellement. Voilà, 25 février à Tati McLeod, ça s'appelle Fugue, c'est au Centre culturel d'Oderghem. Merci beaucoup Tati. Merci Philippe.